Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec une grande question ce soir autour de la mondialisation. Est-ce la fin de la mondialisation? Et sinon, où va la mondialisation à partir d'aujourd'hui? Nous en parlons avec Patrick Zweffel, qui est chef économiste de Pictet Asset Management, avec nous à distance par téléphone. Patrick, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, c'est la grande question du moment. Je vous la repose, Patrick. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue depuis plusieurs décennies maintenant? Il faut peut-être rappeler d'ailleurs quelles ont été les grandes étapes et les grandes tendances, les grandes dynamiques qui ont construit la mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, et quelle peut être une nouvelle forme de mondialisation demain. Nous avons 10 minutes pour essayer de répondre à ces questions, Patrick. Bonsoir, merci d'abord beaucoup pour m'avoir dans votre émission. Et oui, effectivement, grande question. Je crois que vous avez raison. On entend beaucoup l'idée que la globalisation est finie. Je crois que ça vient des conséquences de la pandémie. Il y a beaucoup de pays qui ont parlé de réduire leur dépendance à d'autres pays en ramenant leur chaîne de production chez eux, par exemple. Mais mon point de vue est effectivement que la globalisation est loin d'être finie, voire absolument pas morte. Elle a ralenti, c'est à peu près certain, mais elle va rester effectivement sous une forme différente, comme vous le suggériez. J'ai envie de dire d'abord pourquoi est-ce que la globalisation est importante. Je crois qu'elle est importante parce que d'une part elle augmente l'efficacité, la compétition, qu'elle affecte des grandes grandeurs, des grandes variables économiques comme la croissance, l'inflation, et donc par conséquent détermine évidemment l'allocation d'actifs pour les investisseurs. Donc c'est un thème qui est clé. Et la déglobalisation dans ce contexte-là ferait évidemment un monde qui ferait du monde un système qui serait largement moins efficace. Et quand on parle de globalisation, et pour le replacer effectivement, pour en donner une définition et pour le replacer dans un contexte historique, je crois que c'est essentiellement l'histoire de 4 flux qui connectent le monde. Donc c'est du commerce de biens et services, c'est du capital, donc des investissements transfrontaliers, c'est des gens qui se déplacent, donc la migration, du tourisme, et c'est l'information qui bouge d'un pays à un autre, donc la connaissance et les idées. Et si on repose la globalisation dans son contexte historique, on peut la relier à une réduction des coûts de ces quatre flux. Et je crois qu'elle commence au 19e siècle, plutôt vers la fin du 19e siècle, avec un gros saut dans le commerce mondial, qui survient avec la machine à vapeur, qui réduit évidemment le coût de transport des biens d'un pays à un autre. La deuxième grande vague, elle vient beaucoup plus tard, au début des années 1990, avec la réduction du coût de diffusion de l'information, donc l'un de ces quatre flux, et grâce notamment au développement d'Internet, qui permet évidemment un échange beaucoup plus efficace des idées et de la connaissance. Et en parlant à la fois de ce qui se passe maintenant et de ce que pourrait être évidemment le futur de la globalisation, c'est que je crois qu'on vient à peine de commencer la troisième vague, avec la réduction du coût d'être en face à face. Donc la réduction du coût qui a été exacerbé avec la pandémie, où on a réalisé effectivement qu'un certain nombre d'emplois du service ne nécessitaient pas forcément à avoir des gens qui échangeaient en face à face. Donc ça permet en fait à beaucoup d'activités de service d'être maintenant produites dans un pays, mais finalement être consommées dans un autre. Donc on a les exemples historiques de call center, d'analyse informatique, où les développements informatiques sont faits dans un pays mais consommés dans un autre. Et c'est ce qu'on a appelé, ou c'est ce qu'on appelle maintenant la migration virtuelle ou la télémigration. Et je crois que ça ce qu'il y a d'important à réaliser, c'est l'impact que cette mondialisation a eu sur la croissance mondiale au cours de ces 2 derniers siècles. Bien sûr. Et je crois que la globalisation, elle a d'abord largement profité aux pays riches d'aujourd'hui. Donc si on prend la taille des pays du G7 au début du 19e siècle, c'était 20% de la production mondiale ou du PIB mondial. Et on a vu la part de ces pays du G7 augmenter jusqu'à plus de 2 tiers à la fin des années 80. Et qui a représenté en fait son pic, et depuis ce moment, on a vu en fait que c'est les émergents qui ont profité le plus de ce mouvement de mondialisation, et donc notamment de cette deuxième vague de partage d'informations, etc. Et je crois que les émergents vont continuer à bénéficier de cette mondialisation sur au moins 2 axes. D'une part, la globalisation de l'information est toujours un processus largement en cours dans les émergents. Si on prend une statistique, l'accès à Internet, on parle de 87% de la population des pays avancés qui ont un accès, contre 45% seulement pour l'Asie ou 29% pour l'Afrique. Et c'est un déclencheur pour la croissance phénoménale, puisque ça donne
ça donne accès effectivement à plein d'informations, plein d'opportunités sur le e-commerce, sur l'inclusion financière qui peuvent évidemment soutenir une croissance des émergents. Et le deuxième axe, il est sur ce développement beaucoup plus récent de la mondialisation. Lorsqu'on parle de télémigration, c'est évidemment des emplois du secteur, des services des pays développés qui vont pouvoir être migrés vers des pays émergents au salaire beaucoup plus bas. Oui, ça c'est très nouveau aussi, quand même. Des emplois dont on pensait qu'ils n'étaient pas délocalisables. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que... Oui, c'est absolument. Ça veut dire que c'est... on a une partie, on a déjà eu une partie d'emplois de service. Enfin voilà, j'appelais les call centers ou les analystes informatiques. Bien sûr, l'IT, oui. Voilà. Oui. Et puis, mais c'est vrai que ce qu'il y a de nouveau, en tout cas sur l'emploi, sur l'emploi des services, c'est que d'une part, la pandémie nous a donné une meilleure vue sur quels sont les emplois pour lesquels finalement le face-à-face qu'on pensait être indispensable n'est pas absolument indispensable. Ouais. Donc ça nous donne une meilleure idée des emplois qui pourraient être télémigrés. Et puis on a non seulement des emplois entiers, mais on va avoir évidemment une partie des emplois. Ça veut dire qu'on va avoir une partie du métier d'analyste financier, par exemple, qui pourrait être délocalisée vers des salaires plus bas, une partie de ce que peut faire un comptable, etc., qui pourrait être migrée. C'est une première transformation importante et qui va bénéficier encore une fois aux pays émergents qui ont évidemment les capacités à fournir. Donc l'éducation va devenir un thème important. Enfin, il l'a toujours été, mais encore plus. Et une deuxième partie de l'innovation qui est faite sur les services d'emploi, je crois que c'est le parallèle à faire, c'est avec la robotique qui a complètement transformé le manufacturier au début des années 70. Maintenant, on a la robotique, mais le logiciel robot, donc tout ce qui est le machine learning, l'intelligence artificielle, qui permet effectivement d'automatiser une partie des emplois du service. Est-ce qu'il va falloir, Patrick, intégrer une dimension politique, géopolitique dans cette nouvelle forme de mondialisation? C'est un concept qui est développé depuis quelques temps par Janet Yellen, par exemple, secrétaire au Trésor américain, qui parle du concept de friendshoring. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de tout délocaliser partout dans le monde, dans la recherche du coût optimal, du coût de production optimal. On peut continuer de délocaliser ou de déployer ces chaînes de valeur, ces chaînes de production dans le monde, mais il faut le faire dans des zones suffisamment stables politiquement, suffisamment proches politiquement également du pays duquel on vient, pour assurer une forme de sécurité aussi de ces chaînes de production et de ces chaînes de valeur, Patrick. Oui, je crois que c'est une très bonne question. Oui, parce que ça change quand même un petit peu le périmètre de la mondialisation. Et ça demande de répondre à la question, qu'est-ce qu'un pays ami aujourd'hui et demain surtout? Oui, absolument. Oui, je crois que c'est ce qu'on avait vu aussi, ce qu'on voit comme phénomène au niveau de la globalisation, c'est que ça fait déjà longtemps qu'on a eu une régionalisation effectivement du commerce. Ouais. Donc effectivement, la proximité géographique est devenue un élément clé. On a essentiellement 3 blocs, effectivement, le continent américain, l'Europe et l'Asie, pour faire simple. Et je crois que cette régionalisation est un phénomène qui va se poursuivre. D'ailleurs, on a eu l'un des plus gros traités commerciaux qui était réalisé en novembre 2020, donc en pleine pandémie par les pays d'Asie, Australie, Japon, etc. Donc on voit cette tendance à la régionalisation. En plus de ce concept-là, je crois que ce que la pandémie nous a appris, c'est qu'il faut absolument se méfier d'avoir des chaînes de production qui dépendent trop d'une seule région ou d'un seul pays. Et je crois que ce que vous amenez là avec la dimension géopolitique, c'est évidemment ce que nous a appris la guerre en Ukraine et l'exposition européenne à l'énergie russe, par exemple, qui montre bien que d'avoir un seul fournisseur d'un bien qui le lendemain peut devenir effectivement un ennemi, ou en tout cas difficile de traiter avec, effectivement, faire repenser le concept. Alors je dirais là-dessus, oui, le concept de friendshoring fait sens. Maintenant, il est dangereux. Enfin, je crois pas dangereux dans le sens où il est dangereux dans le sens où évidemment, il va réduire évidemment l'efficacité mondiale, etc. Ouais. Mais je pense qu'on peut pas ignorer effectivement le fait qu'on aura une partie de friendshoring. Alors, ce
ou de nearshoring, ça veut dire une régionalisation, qui reste en concept quelque part toujours supérieur à l'idée de relocalisation pure, puisque de relocaliser vraiment dans votre pays, surtout lorsque les marchés de l'emploi sont tendus, va faire qu'augmenter effectivement vos coûts de production, réduire vos marges et votre productivité. Donc à la limite, le second best ou la deuxième meilleure solution serait effectivement ce friendshoring. Maintenant, je pense qu'il devrait non seulement économiquement, mais ou politiquement, être réduit à des secteurs dits stratégiques. Ça veut dire des secteurs type technologie, type tout ce qui va être services médicaux, ou produits médicaux. Le problème qu'on voit ou qu'on peut imaginer, et c'est là où ça deviendrait dangereux, c'est qu'effectivement l'idée de friendshoring devienne un concept valable pour tous les secteurs, tous les biens, etc., ou tous les services. Ouais. Bon, merci beaucoup Patrick pour cet éclairage, ces éléments de réflexion autour de l'histoire de la mondialisation qui ne s'arrête pas, vous le dites aujourd'hui, mais qui va continuer sans doute sous une nouvelle forme avec une nouvelle étape de mondialisation devant nous. Patrick Zweffel qui était avec nous par téléphone, je le rappelle, chef économiste de Pictet Asset Management, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.